dernière question, donc Vincent, GFI Informatique, on a parlé tout à l'heure. Je sais pas, une réaction sur ce qui s'est dit là déjà sur tout a été dit, carrément, oui. parce que de toute façon, je considère toujours qu'il y a, dans nos métiers, et c'est pas, j'espère, les fonds d'investissement qui me contrediront, ça fait quelques années que je travaille avec eux, c'est l'exécution qui fait la différence. Donc, en fonction du sous-jacent, de l'asset et de l'histoire et de l'ADN, toutes les stratégies peuvent être bonnes si elles sont bien exécutées. Alors, parlons un peu de GFI. Si on peut faire un petit peu d'histoire, juste les quelques grandes étapes, mais notamment sur les dernières années qui ont jalonné l'histoire de GFI, par exemple, qui est une mid-cap qui a bien grandi. Quand on regarde l'histoire, et pour reprendre ce qui a été dit, nous, on n'a pas vraiment eu le choix. On avait, je pense, réussi une performance commerciale qui est de prendre des grosses parts de marché chez des grands clients en France, ce qui nous a valu, à un moment donné, un choix obligatoire, un, de s'industrialiser. Sinon, on sortait de ces parts de marché. Et deux, de se transformer en revenant sur la France, en atteignant une taille critique qui allait nous permettre ensuite d'aller chercher des parts de marché un peu plus dynamiques en termes de marge, puisque sur le legacy, on est quand même très challengé aujourd'hui sur tout ce qui est industrialisation, automatisation, et de repartir sur une stratégie internationale une fois qu'on avait atteint une taille critique capable de supporter ces stratégies internationales. Donc avec un certain nombre de caractéristiques qui ont été évoquées ici. Nous, on est parti de positions assez fortes sur notre top 10, avec, je dirais, un positionnement du groupe qui était déjà au-delà des performances qu'on avait sur le marché. On est deuxième, troisième, quatrième fournisseur de grands comptes, et on était à l'époque 15e, 20e. Et donc, nous avons eu le choix. On a dû partir à l'international aussi, poussé par nos grands comptes. Ils ont dit, si vous n'êtes pas capable de nous accompagner, vous sortez des référencements, BBVA, on est passé de 200 à 20, la contrepartie, c'était d'aller les accompagner en Amérique latine, sinon on allait rester un acteur local. On s'est industrialisé pour transformer des parts de marché qui étaient des parts de régie, où on était très fort. GFI, c'est l'intimité, la proximité, l'agilité historique, avec de l'industrialisation pour continuer à grossir. Les gens d'Orange sont là, on doit faire 50 millions à peu près, je crois, chez Orange aujourd'hui, on a doublé, pour continuer à grossir avec, bien sûr, une pression aujourd'hui qui nous, je dirais, qui nous handicape sur les marges en France. Tous nos grands comptes aujourd'hui, et je pense que tous les grands confrères qui nous partageons ces grands référencements souffrent un peu sur les marges, mais on n'avait pas le choix, et donc on s'est transformé pour faire face à cette équation qui nous a amené à chercher une taille critique en France pour pouvoir investir, pour pouvoir innover, et pour pouvoir avoir un troisième pied qui pour moi est l'avenir, c'est l'innovation et les solutions. Donc nous on est rentré dans un modèle mixte, peu différent de certains, mais qui était historiquement en 2009, je pense que même Sopra n'avait pas d'infra. Nous, on avait des applis, des infras, de l'intégration de systèmes et des solutions. On fait 180 millions en pro forma aujourd'hui avec du best of breed métier. Tout à l'heure, on entendait plus petite structure, ça permet d'être un peu plus agile. Mais aujourd'hui, de ce que l'on comprend des entreprises plus importantes comme GFI, c'est de savoir industrialiser, de savoir. Alors, c'est pas compartimenter, c'est pas le bon terme. J'arrive pas à trouver le bon verbe, la bonne qualification. Mais c'est de savoir, oui, travailler en plus petites unités, en mode projet, ça qui permet justement d'avoir cette agilité. Nous, on a toujours essayé d'avoir un leitmotiv qui est de se dire qu'on était le plus petit des gros et le plus gros des petits, donc de garder quand même les qualités qu'ont tous les gens qui sont passés là, d'être assez agile, assez capable de s'adapter à des situations diverses et variées, avec une souplesse d'intervention, la capacité à créer, à innover, à créer des structures qui allaient nous permettre de rentrer sur le digital, même si on restait encore très prégnant sur le legacy. Donc on est resté dans cette philosophie, mais avec cette contrainte qui de toute façon pour nous était imposée, c'est l'industrialisation, les centres de services. Nous on a fait le choix du onshore et du nearshore parce que l'offshore ne correspondait pas du tout à notre basse clientèle. Et donc on est parti dans cette stratégie pour arriver à compenser aujourd'hui la pression sur les prix avec une industrialisation et une automatisation. Et puis de l'autre côté, trouver des relais de croissance sur les sujets dont tout le monde parle. Il y a un peu de marketing, bien sûr, qui allait bien sûr porter la dynamique, mais qui encore aujourd'hui ne représente pas, sur les 1,7 milliard qu'on va faire cette année, une part significative pour aller transformer notre EBITDA et monter nos marges, surtout en France. D'où notre stratégie internationale, qui était de se dire, une fois qu'on a atteint une taille qu'on estime, dans la taille critique, ça dépend de nos business, mais on considérait qu'à 900 millions, ce qu'on va faire après cette année en France, on était assez significatif pour capter des parts de marché internationales dans une stratégie qui a été citée. Un, avoir une taille critique dans les pays où nous allons, donc être capable d'être top 5,
aujourd'hui, demain. Donc on a éliminé les États-Unis, l'Angleterre, l'Asie. Donc ça veut dire qu'on peut se retirer d'un pays à un moment si on voit que c'est trop compliqué de remonter? Non, l'idée c'est d'aller dans les pays où nous sommes capables, demain ou après-demain, par du tactique ou du stratégique, de par notre capacité financière, à occuper une position de référence sur le marché. Nous, on est convaincus qu'il y a une prime à être gros dans ce pays, une prime non seulement avec les grands clients, qui sont nos vecteurs de croissance, une prime dans l'écosystème, avec les collaborateurs, et une capacité à opérer de façon globale sur ces périmètres. Deuxième sujet, accompagner nos clients. C'est un peu, je ne suis pas de Carthagène, mais on croit beaucoup à ça. Nous, on est en Colombie, on a 300 personnes. La Colombie, c'est pas à tout le monde. On en a 250 chez BBVA et le reste chez Telefonica. Donc, globalement, on est sécurisé. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ce niveau, être capable de drainer le marché local pour s'occuper des grands comptes locaux, bénéficier des infrastructures et de l'écosystème en créant des centres de services qui vont servir dans une approche nearshore, onshore, offshore, des grands comptes à l'international. Alors avec GFI, vous avez fait le choix aussi de bien vous spécialiser dans certains secteurs. Vous êtes présent dans de nombreux secteurs, mais il y a certains où vous êtes plus fort. Ça aussi, c'est une... C'est notre approche solution. Nous, on considère que l'avenir, alors je ne sais pas... Peut-être que Godefroy donnera sa vision, mais l'avenir, pour moi, est assez encore incertain dans 10 ans que ce que seront les CVSN, j'en sais rien. Nous, on a fait le pari de l'innovation et des solutions. Solutions qu'on va pouvoir opérer dans tous les modes, mais qui nécessitent de maîtriser le métier du client, l'appli, l'infra, l'intégration de systèmes, puisqu'on va parler de solutions propriétaires ou solutions tierces, de façon à s'inscrire dans la chaîne de valeur de nos clients partenaires, peu importe, en apportant une capacité industrielle à opérer un sujet. Et donc, effectivement, nous, on a fait le choix du secteur public, qui est un choix historique, l'assurance, sur lequel on est en train de se renforcer, on renforce notre pôle assurance, le retail, tout ce qui est aide sociale, et d'autres sujets autour de services d'urgence, donc du best-of-breed sur lequel on va pouvoir intégrer la chaîne de valeur et se positionner en partenaire avec, bien sûr, des relations de long terme et la capacité à fédérer des compétences autour de ces sujets en apportant tout ce qui est innovation autour des sujets qui ont été évoqués. Et justement, la taille critique, c'est important aussi dans un autre univers, c'est l'industrie. Là aussi, il y a pas mal de... Parce qu'on a affaire à des méga consommateurs. J'aime pas le terme taille critique, même si je l'emploie, parce que le taille critique, ça s'appelle à quoi? Ça s'applique à un footprint, ça s'applique à une offre. Donc l'essentiel, c'est d'avoir... Nous, on a pris une approche plutôt de... top 5 de leur référence. Oui, enfin, l'approche, c'est plutôt d'être un multispécialiste qui s'appuie sur une taille critique en termes pays, capable d'opérer, mais avec des spécialités verticales, comme tout le monde aujourd'hui cherche, la capacité à intégrer ces chaînes de valeur en apportant des solutions outsourcées, qui est le sujet qu'on cherche à promouvoir de façon assez importante, qui va nous permettre de travailler sur les marges, de travailler bien sûr dans la montée dans la chaîne de valeur au niveau des prestations. Et là, on cherche à chaque fois effectivement à avoir des tailles critiques, soit par verticale, soit par spécialité, et d'avoir une approche de multispécialiste. On voyait donc l'importance de l'internationalisation. Comment on fait? C'est quoi les bonnes pratiques pour ne pas trop se disperser aussi? Alors, on l'a entendu, c'est si on sentait que vous ne serez pas dans le top 5, de se dire, bon, là, il y a peut-être moins de potentiel. Mais... S'il y a des bonnes pratiques, en tout cas, nous, on préfère pas payer trop cher quand on s'installe. Ça, c'est une bonne pratique, surtout dans les softwares, qui est handicapé d'ailleurs en ce moment, parce que les fonds font monter les prix de façon considérable, donc ce qui nous a valu un an de vache maigre dans les acquisitions, on est reparti. Mais surtout, c'est d'être capable, de faire du local, d'accompagner nos clients, mais avec des équipes locales. Nous, on est très ancré sur le patron entrepreneur qui est capable de travailler son écosystème en adhérant à une stratégie globale. C'est jamais simple, mais ça, c'est les relations qu'on a pu créer. Alors, je ne sais pas si c'est pas du tout pour se gausser, mais créer avec des gens qui seront rentrés dans notre groupe et qui ont accepté de monter dans cette dynamique, une dynamique de multi-branding. On parlait de l'industrie tout à l'heure. Nous, on était totalement absent du marché SAP. Donc, en industrie, pas faire de SAP, c'était un sujet un peu compliqué. On travaillait sur des petites niches. Et donc, on a acheté en 2015 un opérateur de nearshore au Portugal qui faisait 56 millions d'euros. On va faire 120 millions d'euros aujourd'hui sur cette business line avec une approche de nearshorisation, donc en opposition avec nos grands confrères qui font de l'offshore, et une approche de localisation des prestations de build autour des sujets nouveaux environnements. Et cela, c'est l'adhésion, la capacité à fédérer les équipes qui cèdent leur société dans un projet global. Je dirais qu'on bénéficie de notre taille qui est un peu plus souple que certains de nos grands confrères qui ont parfois tendance à dissoudre les acquisitions en les ayant payées très cher. Nous, on essaie de ne pas payer trop cher et essayer de les leverager, ce qui est quand même un sujet.
Sur les sujets du moment, donc il y a industrie IoT, transformation digitale. Je sais qu'il y a un point important aussi chez GFI, c'est toute la partie legacy qu'il ne faut pas oublier. On a fait le pari, nous, alors peut-être qu'on verra si l'histoire donne raison, que bien évidemment, tout le monde parle du digital, alors après il faut se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière digital, mais à un moment donné, après avoir refait la relation client, aujourd'hui les legacy systems sont quand même des sujets d'inquiétude de tous nos grands clients. On parle de la banque qui est en train de freiner. Je disais que j'entendais que le turnover était en train de baisser ou l'attrition était en train de baisser. Clairement, nous, depuis 4-5 mois, même depuis Q4, on voit le tertiaire freiner des cas de fer. Je pense que le H2 va être compliqué, donc les gens bougent un peu moins. Mais tous les legacy systems aujourd'hui, mais c'est vrai avec SAP aussi dans l'industrie, devront être demain accompagner cette transformation. Le go-to-cloud qu'on fait, nous, pour accompagner les architectures, il y a toutes les applications et tous les applicatifs à emmener. Et là, il y a encore des gros sujets risqué d'ailleurs pour les clients, ou avec le ROI qui n'est pas assuré. Et donc, c'est pour ça qu'on a acheté, nous, une offre de migration pour accompagner cette transition. Et on croit, nous, à la juxtaposition de ce modèle. On est dans un cycle très porteur aujourd'hui, où la demande fait que tous les clients ouvrent les vannes malgré les référencements, et bien sûr, on arrive à ce genre de choses, mais on est convaincu que la capacité à opérer de façon globale sur tous ces sujets sera un avantage dans les années qui viennent, et c'est le pari qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, je crois que c'est Laurent Sorbet qui parlait tout à l'heure, d'avoir un projet dans sa démarche globale. Il faut être suffisamment gros pour pouvoir être là dès l'amont, pour pouvoir poursuivre de façon agile, pour pouvoir intégrer, aller de l'IoT, on va mettre du big data, et puis on va mettre d'autres. Nous, on voit ce que ça nous coûte. Alors, je ne sais pas ce que les autres mettent sur la table, mais en termes d'innovation, donc dans la capacité à aller inventer de nouveaux use cases, de nouvelles solutions sur la base d'innovations technologiques, soit de nos grands confrères éditeurs, soit de start-up, et c'est effectivement ce qui fera demain la proposition de valeur, et qui portera notre croissance et notre résultat. On a fait 7% de peu près pareil en organique aujourd'hui, ce qui pour moi est quand même un bon indicateur. C'est pas deux chiffres, mais ça fait quand même 100 millions par an qu'on crée, et cette création de valeur, elle passe par des investissements lourds. On a créé des Fab Labs et des centres d'innovation dans 10 pays aujourd'hui, de façon à créer une stratégie en réseau capable de créer et d'innover. Bien sûr, ça nous sert aussi de flagship, d'attraction des nouveaux candidats. Mais au-delà de ça, on est dans l'industrialisation, dans la capacité à proposer des solutions nouvelles, de nous différencier sur le marché pour créer les solutions de demain. Et nous, notre pari, c'est bien évidemment, c'est la solution, puisqu'on est trop gros pour rester sur une niche de conseil ou une niche d'AMO très spécialisée. Et c'est peut-être mes cheveux blancs, mais il n'y a pas que moi. Mais on a vu les cycles. Moi, je pense que là, on est en train de freiner et qu'on risque d'avoir un cycle intéressant où, à la fois, les problématiques de sécurité, d'industrialisation vont revenir. J'avais une discussion avec un grand retailer qui, il y a 3 ans, m'a dit « on ne travaille plus avec vous, ni avec des Euratos ou Cap, vous êtes trop gros, on prend des start-up ou des petites sociétés. » Aujourd'hui, il dit « maintenant, il faut opérer, industrialiser les systèmes et les petits ne savent pas faire. » Donc, alors, ils vont peut-être apprendre, mais en tout cas, ils n'ont pas le background, la structure, l'investissement nécessaire pour le faire. Et nous, on fait le pari qu'on va revenir à ces considérations, ou bien il va falloir opérer les systèmes, qu'on opère aujourd'hui les solutions qu'on vend à nos clients, et que ce mix entre la capacité à opérer du legacy et la capacité à être aussi sur du digital, même s'il est moins porteur en termes de marge, puisque l'impact ramené au volume est plus compliqué, c'est quelque chose qui demain fera la différence sur le marché. Allez, une question peut-être avant de passer la parole à Godefroy de Bensman, si vous avez une question pour Vincent ou une réflexion à apporter. Non, sinon, eh bien, on va remercier Vincent. Merci Vincent d'avoir été avec nous.